Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue. Premier direct de Québec Nouvelle. Je vous admettrai que c'est un peu improvisé, hein. On voulait essayer ça. Ça fait un petit moment que Samuel et moi, Samuel Rasmussen, qui est ici aujourd'hui avec nous, on voulait faire une émission comme ça, un podcast en live. Pour jaser de certains sujets, mais surtout aussi pour vous entendre, vous, hein, si vous avez des commentaires et des questions, vous pouvez intervenir n'importe quand, hein, dans les sections commentaires. On va essayer de vous répondre. Comme je dis, c'est. Ah, ben dans le fond, j'aurais peut-être dû attendre un peu. On a le premier, un premier, trois personnes. On va peut-être attendre un peu, mais comme j'expliquais, hein, premier podcast de Québec Nouvelle en live comme ça. C'est ça, avec Samuel Rasmussen. Donc, ce soir, on voulait parler un petit peu de la Chine, donc la géopolitique chinoise, mais surtout aussi, hein, des ingérences dans les élections. Vous avez sûrement vu ça passer. Là, ça fait des mois, il y a de plus en plus de trucs qui sortent. On a vu des stations de police qui disaient c'est des centres de service, c'est pas des stations de police, mais que on le sait qu'au bout du compte, c'est une manière un petit peu de s'occuper de leurs ressortissants sur notre territoire et d'aller jouer un petit peu justement dans nos élections. On a vu qu'il y a eu 11 candidats dans l'élection fédérale, en tout cas de celle de 2019. On a appris aussi qu'en 2021, il y en avait eu, mais il y a eu des candidats qui ont été compromis dans l'élection, hein. On parle même de financement occulte, hein, en arrière-plan des campagnes électorales. Et là, récemment, on a vu que Justin Trudeau était au courant. Le SCRS a essayé de l'informer. Justin Trudeau disait on n'était pas au courant au début. Là, après ça, il a changé son discours en disant j'étais au courant, mais il disait que ça n'allait pas vraiment avoir d'influence sur les élections. Bref, une situation un peu explosive que vous avez sûrement dû voir se dérouler devant vos yeux. Donc, on va parler un petit peu de ça avec Samuel Rasmussen, mais aussi, on va essayer d'aller un petit peu plus loin du côté géopolitique. Qu'est-ce que ça signifie, ça, hein? La Chine qui semble avoir repris de la vigueur, ou en tout cas, je dis repris, ou disons plutôt avoir pris de la vigueur dans les derniers temps, puisqu'elle était plus disons, plus dans le soft power, hein, anciennement. Elle essayait plus de s'ingérer, disons, dans des universités avec les instituts Confucius, hein, d'une manière très soft, hein, juste pour dire qu'il y a une présence chinoise à l'international, mais pas nécessairement en hard politique qu'on appelle, hein, le fait de vraiment aller faire de l'espionnage, essayer de changer des résultats électoraux. Donc, on va aller voir ça avec Samuel Rasmussen. Donc, Samuel, ça va bien? Ça va très bien, ça va très bien. Oui, donc c'est ça. Je sais qu'on s'est échangé un peu là, avant l'émission. Comme je disais en commençant, là, c'est un petit peu improvisé, hein, pour ceux qui nous écoutent. Mais on devrait répéter le format une fois de temps en temps parce qu'on veut vous Ben oui. entendre. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à commenter. C'est ça, tu m'as parlé un petit peu aussi là, récemment, quand on s'est échangé sur le sujet de l'émission. Tu m'as dit qu'il y avait peut-être aussi, hein, un espèce de côté, hein, vassalisation de la Russie, parce que là, on voit que la Chine a parlé de peut-être armer la Russie. Donc là, il y aurait nous, les Occidentaux, qui armons les Ukrainiens d'un bord, et là, la Russie qui armerait, dans le fond, la Russie de l'autre bord. Alors, qu'est-ce que tu entends par là, vassalisation? Peut-être faire un Oui. petit portrait de la situation, là, juste pour commencer. En fait, Chongguo, hein, la Chine populaire, déjà fondée sous Mao Tse-tung en 49, bon, elle a fait un paquet de stratégies, notamment pour miner les actions de ses concurrents, de ses rivaux, de ses adversaires, pour faire le champ lexical au complet. Notamment, on a le String of Pearls, hein, qui se traduit généralement par collier de perles. En effet, c'est, autrement dit, pour encercler, pour étrangler l'Inde. Mhm. Notamment, ils le font en essayant d'acheter notamment des dettes étrangères pour justement implanter des modèles qu'on appelle là, les baux amphithéotiques. Lorsqu'on achète des terres, on doit euh, les adapter et les redonner après 99 ans, etc. Un peu comme ça a été le cas euh, avec Taïwan, pas Taïwan, excusez-moi, avec Hong Kong. On parle de Mhm. la rétrocession d'Hong Kong en 99. La Chine se porte bien. Hein, généralement, depuis quelques années, on entend le projet très intéressant qui est le One Belt, One Road. C'est le Mhm. projet pharaonique. Écoutez, je ne sais pas si on cumule toutes les merveilles du monde ensemble, on n'obtient pas encore la proportion du projet. Je ne suis pas en train de vanter Mhm. la Chine, mais au lieu d'exporter ou d'importer de la soie ou des épices ou du thé, on importe notamment, on exporte des valeurs ajoutées, on essaie de passer par le Kazakhstan, on essaie de rejoindre la Russie.
On pourrait dire que c'est un grand jeu inversé. La Russie, depuis le 18e siècle, depuis la fin du 18e siècle, notamment avec Catherine II, d'ailleurs, on avait pris la Crimée en 1792, alors que les États-Unis étaient encore à leur berceau. Imaginez-vous. C'est assez gênant quand un enfant vous dit « Ouais, tu devrais faire ça, ça n'a pas de bon sens. » C'est un peu comme ça que les Russes voient ça. Je ne suis pas en train de légitimer la prise de la Crimée, c'est pour expliquer somme toute. Alors, la théorie du grand jeu, c'est quoi? C'est que finalement, l'Empire russe, l'Union soviétique ou la Fédération de Russie doivent accéder à des mers chaudes pour commercer à l'année. Alors, c'est encore le même portrait qu'on voit. On voit l'Arctique russe est encore agglutiné par des glaces. On pourrait parler aussi du corridor qui va se dessiner tranquillement au nord du Canada pour avoir un nouveau Panama. C'est pas demain la veille. Or, la Chine, la Russie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dresse des oléoducs, des gazoducs et tout ça en partenariat avec différents pays, notamment le Kazakhstan, le Pakistan. On essaie d'aller presque dans l'océan Indien, mais il manque de moyens. La Russie a déjà dépensé 10% de son PIB en un an seulement pour la guerre en Ukraine. Donc, les pro-russes qui nous écouteront vont être probablement très déçus puisque M. Poutine n'a pas réussi à envahir l'Ukraine pendant quelques semaines. Ça fait déjà un an que la première puissance nucléaire n'a pas vraiment tôt fait de cette alliance otanienne-là avec l'Ukraine. D'autant plus que la majorité de son budget militaire vient du gaz et que les sanctions font en sorte que les Occidentaux essaient de se détourner du gaz russe. Donc, on sait que 45% de leur budget est relié au gaz. Donc, c'est sûr que si tu as une guerre à payer et en plus de ça, tu as des pertes, dans le fond, de profits reliés à tes pertes d'exportation de gaz, c'est sûr que ça va pas très bien. Je te laisse continuer. Et on parle de clients. Mais un client, c'est souvent, on parle d'état client quand on parle d'un état qui est vassal. Vous savez, dans l'Antiquité, on essayait d'asservir économiquement ou commercialement, on peut l'appeler comme ça, certains États ou certaines villes, cités-États qui devenaient dans le giron d'Athènes. On ne remontera pas aussi loin, il y a 2400 ans, donc bien naturellement. Par contre, le seul client que la Russie pourrait avoir de très sérieux, autres ceux qui font partie du pacte de sécurité collective ou les anciens comme la Biélorussie. Par ailleurs, ça va être intéressant de voir ce que M. Poutine et son homologue biélorusse pourra dessiner sur la carte. Est-ce que la Biélorussie, Bélarus, va revenir à la Russie? Je ne sais pas. Loukachenko est quand même le dernier monarque communiste de l'Europe. C'est la dernière dictature à part entière. Ils sont très alignés avec la Russie, oui. Par contre, la Chine profite un peu des déboires économiques dans l'absence de clients que la Russie a. Elle pourrait tout aussi bien acheter à rabais certains métaux, notamment le manganèse, le cadmium, le lithium, dont dispose la Russie actuellement, qui est gorgée et qui est très riche en matière de ressources, pour justement mettre en amont les projets de valeur ajoutée, notamment avec les batteries énergétiques, les batteries solaires et tout ça, qui ont besoin de ces métaux-là comme le lithium. Est-ce qu'on doit néanmoins se tourner vers l'Afrique comme les puissances coloniales européennes ont fait? La Chine le fait déjà. La Chine le fait déjà, mais maintenant, la Russie se retrouve fort dépourvue quand la brise fut venue. Elle se tourne vers son ami, le grand panda chinois. C'est bon. On n'est pas à l'époque de Staline et Mao, où il y a eu un grand froid très glacial entre les deux dictateurs, se disputaient un peu le royaume du communisme. On n'est plus là du tout avec M. Xi Jinping ou M. Poutine. On n'est plus à l'étape d'un communisme marxiste-léniniste à proprement parler. On est encore dans le domaine du... Non, j'ai l'impression, justement, si je peux embarquer justement à partir de là, j'ai l'impression que, comme tu dis, c'est plus vraiment un axe, disons, communiste et contre capitaliste, mais on dirait que l'espèce de sentiment non aligné qui avait émergé entre ces deux blocs-là, on dirait que c'est rendu le sentiment qui anime un peu justement la Russie autant que la Chine. Et donc,
il y a plus une espèce d'alignement général des pays non occidentaux, en quelque sorte, contre un bloc occidental et qu'il y a comme des espèces de solidarité commune ou en tout cas des intérêts communs qui les poussent à être justement les deux ensemble. Tu sais. Ils ne sont pas intrinsèquement alliés comme dans le Mais sens non. que, Mhm. par exemple, je sais pas, on pourrait dire l'Inde de Jawaharlal Nehru face à la Yougoslavie de Brossé Tito ou de l'Égypte de Gamal Abdel Nasser, qui était, tu parlais de non-alignés, c'était une troisième voie qui a échoué, Mhm. qui a commencé dans les années 60, qui disait non, on va faire, on n'adhéreront pas au pacte de Varsovie ni à l'OTAN. Or, Mhm. bon, les pays de la Yougoslavie se sont Mais, morcelés. mais justement, tu dis qu'ils ont échoué. Puis là, je veux pas commencer un débat, mais tu dis qu'ils ont échoué. Mais au bout du compte, moi, justement, comme je dis, ben, le bloc soviétique, lui, a échoué. Littéralement, s'est Échoué, écroulé. oui, absolument. Et donc, est-ce que c'est pas, au bout du compte, cette espèce d'option non alignée qui a ben, rempli le trou, au bout du compte? Est-ce qu'il a vraiment échoué? Oui, dans le sens où bon, on n'a plus vraiment besoin d'une troisième voie, mais c'est-à-dire que c'est comme cette espèce de sentiment-là que non, on ne veut pas s'aligner vraiment avec l'OTAN, on ne veut pas s'aligner avec comme l'espèce d'idéal mondialiste qui a cours depuis les années 90. Et là, ben, c'est cette espèce de ben, ce qui était une troisième voie avant, qui a pris en quelque sorte le dessus, qui est devenu une espèce de voie, disons qu'on pourrait du moins appeler alternative, tu sais. En ce qui a trait à la Russie, à la Chine en ce moment. Même à l'Inde, justement, que là, justement, tu parlais du fait que la Chine et l'Inde sont, oui, effectivement, il y a des tensions depuis des décennies là, entre les deux. Mais au bout du compte que l'Inde aussi fait ben, les BRICS, cette espèce d'essor, là, de puissance alternative qui fait en sorte que c'est comme s'il y a un autre monde que Oui. ce qu'on entend en Occident. Là, que, en Occident, on a l'air convaincu que la mondialisation est achevée. Mais ben, c'est ça, c'est plus Ça, il y nuancé a un peu. plusieurs Là. pactes économiques, notamment Mhm. l'ASEAN plus 5, il y a Mhm. l'Union européenne, il y a la communauté des États indépendants, il y a le BRICS, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, et possiblement, pourquoi pas le Nigeria. J'ai écrit un article d'ailleurs sur notre site Québec Mhm. Nouvelle à l'effet que le Nigeria ou même peut-être d'autres partenaires voudraient se recomposer avec ces 5 États membres-là. Ça pourrait être intéressant, mais on le sait très bien, Mhm. la Chine domine le bal. La Chine a les plus grands moyens. Écoutez, il y a dans les fonds souverains présentement, c'est la Chine qui trône tout en haut du palmarès, suivi, mesdames et messieurs, de la Norvège. Et devinez Mhm. quoi? Sur quoi se base la Norvège? Sur ses gains en matière d'exploitation du pétrole. Ah ben, Mhm. c'est aussi ça. Donc, on pourrait C'est parler de aussi ça politique nationale. ouais, c'est aussi ça le modèle scandinave. Il faut quand même le dire parfois. Ils se sont payés, là. Mais Mais oui, c'est ça. juste pour revenir, pour faire comme un petit résumé justement de tout ce que tu as dit. Bon, tu disais la Chine se porte bien, hein? Et tu nous parlais ben, notamment du projet de la route de la soie, qui effectivement, c'est vraiment à surveiller. Ça. Le monde, on n'entend pas beaucoup parler. Mais tu sais, quand vous pensez à des pays comme le Turkménistan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, tu sais, tous les stans, ça c'est l'Asie centrale, ce sont des pays essentiellement enclavés en Asie. Là. Oui. Littéralement, c'est dans des déserts centra-asiatiques pris entre la Russie et la Chine. Là, avec ce projet-là de la route de la soie, la nouvelle route de la soie, le New Belt, One Road, New Belt, je ne me rappelle plus exactement comment il One prononce, mais Belt, One Road. One Belt, One Road, qui est essentiellement bon, l'idéal de faire renaître la route de la soie. Et ben, c'est ça, ça va revitaliser ces régions-là. Et nécessairement, ben, on parle aussi, c'est des pays de l'ancien bloc soviétique. Donc, ben, c'est ça, il y a des intérêts communs qui commencent à émerger d'une manière assez forte entre ce qui était avant le bloc soviétique et donc ce qui est aujourd'hui la Russie et ses étrangers proches, comme elle appelle, et la Chine. Donc, c'est sûr que s'il y a un développement économique monstre, et ce l'est, là, pour quelqu'un qui a rêvé toute sa vie de faire la route de la soie, je vous dirais, là, la passe d'Irkesham là, entre le Kirghizistan et la Chine, là, c'était assez inhospitalier. Il fallait vraiment être motivé pour aller traverser cette passe-là. Mais là, maintenant, ils vont faire des immenses autoroutes, ils vont faire des chemins de fer et il va y avoir un transport de marchandises énorme qui va être, dans le fond, à l'intérieur du continent asiatique. Alors que depuis des décennies, la Chine, essentiellement, ça se faisait par la voie maritime, par le détroit de Malacca, un peu partout dans le Dormouz Pacifique. aussi pour la Mm-hmm, Turquie. exact. Et on Tandis que regarde, là, tu parles justement de voies d'infrastructure. Je veux dire, on aura beau dire ce qui est fine ou est pas fine, la Chine. Au final, c'est ça, la rénovation des infrastructures. ça fait complètement du sens pour eux. Oui, Oui, oui. absolument. Puis c'est loin de moi de dire, ah, la Chine est donc bien merveilleuse. La Chine ne fait rien Mm-hmm. contre ses intérêts.
Mhm. elle profite d'une forme de mutualisme, un peu comme on le voit dans l'écosystème. Là, vous voyez, quand une espèce va aider l'autre, ce n'est pas fait de gaieté de cœur et de gentillesse humanitaire, loin de là. Mais on voit, là, ça serait intéressant de causer avec le professeur Jean-François Caron, professeur de politique à Astana, Mhm. particulièrement. Il est OK. un de mes confrères de podcast sur Yann Frank. OK. Professeur Caron, présentement enseigne donc, au Kazakhstan. On voit à quel point le Kazakhstan est loin d'être un pays fantoche. C'est Mhm. rendu quelque chose de très moderne. C'est Mhm. rendu quelque chose. La richesse pleut, là, littéralement. Là. C'est pas comme Borat le démontrait, là, qui Non, non. littéralement a été tourné, je pense, dans des communautés gitanes de Roumanie, si je me souviens bien, ou quelque chose du style. Mais effectivement, le Kazakhstan a une mauvaise image, mais c'est un pays extrêmement moderne. Là. Oui, oui, effectivement. Puis c'est sûr que ça Bien que profite son pour eux. régime politique, avec, c'est important à dire à nos Mhm. auditeurs, regardez bien, ce n'est pas en excusant ou en légitimant ou en essayant de voir une forme de romantisme à l'exotisme de dictature lointaine, mais gardez-vous bien d'avoir une lunette objective en la matière. Si par exemple vous regardez la Russie, bon, est-ce que la Russie est une dictature ou une démocratie ou un État totalitaire ou autoritaire? L'important, c'est de voir qu'est-ce que les Russes veulent. Qu'est-ce que la culture de ce pays-là veut, seulement pour vous rappeler que la constitution russe a mon âge, ce qui est effectivement Mhm. extrêmement jeune pour une constitution. Vous avez 1000 ans de tsarisme ou presque, vous avez 75-90 ans de communisme. Au final, c'est assez beaucoup pour Mhm. une démocrature, puisque, bon, la liberté de presse, etc., etc., est un peu endiguée, la corruption également. D'ailleurs, si on peut comparer l'Ukraine à la Russie, ce sont des pays qui sont avec des institutions démocratiques très, très faibles. Et Mhm. l'indice de corruption est crevant. Si on regarde la Chine a presque 4000 ans d'histoire commerciale. Donc, Mhm. imaginez-vous que on est devant un rival. Napoléon Bonaparte disait à l'époque, quand la Chine se réveillera, le monde tremblera. Ben, il a fait son prophète, un peu comme Thucydide ou d'autres qui ont observé la scène internationale à travers l'histoire. On est loin des guerres de l'opium. On est loin de cette Chine asservie sous un potentat ou un roi de paille. On parle de Xi Jinping, euh, le fils d'un des camarades de Mao. Donc, au final, comment dire, les eunuques, on ne parle pas bien sûr de ceux qui se sont fait couper les parties génitales pour servir l'empereur, on parle bien de ceux qui gravitent autour de cet empereur qui est le premier secrétaire général du Parti communiste de la Chine populaire. Mhm. Alors, c'est plus complexe que de dire c'est une dictature à parti unique, c'est aussi ça, mais il y a des partis dans le parti. Il y a des révisionnistes, il y a un tas de concurrents qui font pression sur ce président-là, qui est tout puissant quand même au final. Mhm. Je tiens à rappeler d'ailleurs, je vois que Madame Lavoie nous salue, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Hein. On est ici pour répondre à vos questions. Toutes questions que vous avez là, au sujet de la Chine, même les ingérences récentes, n'hésitez pas aussi à nous laisser un like, et à vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos. Ça nous fait toujours plaisir hein, et ça nous aide. Donc, c'est ça, ben, on parle là un petit peu de géopolitique de la Chine. Donc, on mettait un petit peu on faisait un portrait général de la situation actuelle. Donc, on est allé un petit peu dans plein de directions, là, d'un point de vue commercial, d'un point de vue des tensions avec l'URSS. Justement, à l'heure actuelle, c'est assez surprenant en considérant qu'on a cette mobilisation monstre. Bon, on comprend que c'est à cause de la guerre en Ukraine, mais on a cette mobilisation monstre contre la Russie, alors que la Chine justement, a des comportements de plus en plus prédateurs, qu'on considère que c'est la principale menace, bon, c'est-à-dire les Five Eyes, hein, les grandes agences de renseignement, du moins, considèrent que c'est la Chine la grande menace. Néanmoins, ben, on voit des actes d'espionnage sur notre territoire, on voit des ingérences claires dans nos élections. Il ne semble pas avoir le même type de mobilisation contre la Chine. Hein. L'attention populaire semble ne pas être là. Ben, c'est-à-dire, là, on en entend beaucoup, là, mais je veux dire, en général, si on le compare à la mobilisation contre la Russie, c'est sûr que c'est assez différent. Comment tu qualifierais un petit peu les puissances, disons, comparées, disons, la puissance russe à la puissance chinoise? Est-ce que
Est-ce qu'on doit affronter le bloc? Est-ce qu'il y en a un qui serait plus corruptible qu'on pourrait mettre de notre bord? Est-ce que, ou ben non, est-ce qu'il y en a qu'on doit moins craindre, que la menace est exagérée? Comment est-ce que tu vois un petit peu en termes de, disons, de priorité là, de menace? La Russie n'a pas la force qu'elle avait sur le plan diplomatique ou sur le plan d'ingérence qu'elle avait dans les années 60-70, notamment, je dis notamment 25 fois, je m'en excuse, aussi avec les pays du Maghreb, qui sont devenus des États socialistes, des États autoritaires qui ont passé du panarabisme au panislamisme. C'est un peu l'histoire du Proche-Orient et du Moyen-Orient. La Russie, pour s'ingérer dans le Canada, a beaucoup de misère. Par contre, la Chine a une envergure déployée sur tout le territoire. On parle d'ingérence là, ici. Il ne s'agit pas de corrompre minutieusement euh, certains potentats comme ils le font au Sri Lanka ou au Soudan. Je pense que les institutions démocratiques canadiennes sont somme toute fortes, mais ne sont pas euh, imperméables à toute forme d'ingérence. On peut, vous savez, là, les groupes de pression, les syndicats, il y a de l'ingérence politique, il y a de l'ingérence bureaucratique, il y a de l'ingérence médiatique et aussi cette ingérence étrangère. Autrement dit, ça se produit lorsque un pays décide de forcer des lobbies ou des groupes de pression. On l'a vu avec l'Inde, on l'a vu avec le Pakistan, on l'a vu avec plusieurs États qu'on ne supposait pas d'être des puissances même moyennes, qui avaient quand même droit de citer au Congrès américain. Alors imaginez la première puissance mondiale et la deuxième démocratie la plus populeuse, si je m'abuse. La première, c'est l'Inde, en Mhm. termes de population, qui va dépasser la Chine par ailleurs. Logique, oui. Ah, exactement. Euh, sur le plan de la Chine, bon, le gouvernement Trudeau a essayé de calmer le jeu un peu conservateur, en notamment en promulguant une loi interdisant l'achat fait par des étrangers qui ne sont pas là depuis un certain moment. Mhm. Oui. C'est un peu normal, je le félicite par ailleurs, mais ce n'est pas suffisant. Je pensais que tu Euh, parlais aussi du bannissement de TikTok sur les cellulaires oui, ben oui, en fédéraux, même temps, qui, encore une fois, ben, même constat, hein, ce n'est pas suffisant. C'est les surtout agents impressionnant fédéraux. que c'est ça, surtout impressionnant que en quoi TikTok est important pour d'utiliser sur un téléphone de travail. Ben, que ce soit fait là aussi d'une manière aussi tardive, c'est assez surprenant. Là. Je parlais Mais avec bon, tu un de sais, mes collègues avocats, justement, c'est ce qu'il disait, c'est vraiment dans l'actualité centrale pour que le gouvernement libéral se réveille de la sorte. Vous voyez à mhm, quel point ça peut être assez préoccupant. mhm. Mais en même temps, ça reste quand même très, très limité comme type de réaction par rapport à ce qui est allégué. Là. Parce qu'on parle quand même là, de. Là, on ne sait pas encore c'est qui. On parle quand même de 11 candidats. Bon, on présume il y en a certains que c'est dans la région de Toronto. On le sait. Il y a certains noms qui sont sortis, mais que ce n'est pas nécessairement ces candidats-là. Mais là, on demande depuis des mois, ben, c'est qui ces 11 candidats-là? Dans quelle mesure il y a eu des financements de leur campagne, hein, des financements occultes C'est d'intérêt de la part national. Ce n'est pas. c'est ça. Oui, je comprends, c'est une raison de sécurité nationale, mais en même temps, le gouvernement doit définir ces gens-là. Je pense que ça prend un effort de transparence. Mais la question que je me pose, c'est que le budget de fonctionnement du contre-espionnage canadien, notamment avec le SCRS, hein, l'Agence de renseignement du Canada, déploie assez. Est-ce qu'on déploie assez de budget pour se préoccuper de ça? Vous savez, là, pendant, au début presque de la pandémie, il était question de la traque de ces groupes d'extrême droite. Mais moi, je me Mhm. souviens que certains, que ce soit des terroristes ou non, selon le gouvernement libéral ou selon les législateurs à Ottawa, n'en tiennent qu'à eux, je comprends bien. Mais y a-t-il pas de plus grande préoccupation en mesure de notre sécurité nationale où on dépend du NORAD pour se protéger à nos frontières au nord? On a de la difficulté avec les 131 voies d'accès. On peut notamment parler du chemin Roxham, et ça, c'est accessoire aux autres points d'accès. On a de la difficulté à faire pression diplomatique sur le gouvernement américain pour dire, écoutez, M. Biden, je pense que c'est une très mauvaise idée qu'une ville se comporte presque en cité-État en nous envoyant des immigrés clandestins, dans le contexte où on signe une entente qui s'appelle les tiers pays sûrs. Mhm. C'est quand même hallucinant. C'est beau, Exact, oui. la photographie, M. Trudeau et tout, mais vous devriez agir de façon très sérieuse en l'occurrence.
Mais c'est-à-dire, c'est vrai que les libéraux, dans une certaine mesure, on a l'impression que tous les sujets qui considèrent importants et qui traitent vraiment en tant que tels, c'est plus des choses d'aller s'ingérer plus dans la société en tant que telle, comme tu dis, un peu les inquiétudes vis-à-vis de l'extrême droite ou ben là, il y a la commissaire à l'islamophobie ou tout ce genre de situation-là, mais au bout du compte, en termes de sécurité nationale, comme tu dis, l'intégrité des frontières, c'est zéro. Là, tu parlais du NORAD. Bon, le NORAD, c'est quand même une responsabilité qui est partagée entre nous et Oui. les États-Unis. Donc, bon, si c'est un jet américain ou canadien qui se rend en premier, ça ne change pas On, grand-chose au bout du on compte. Mais torpille des ballons avec des missiles assez coûteux, alors que les ballons ont coûté quelques pièces ouais. seulement. Bon, en même temps, on peut y revenir rapidement là-dessus. Ouais, peut-être revenir. On Oui, va y revenir tantôt, mais oui, oui. Mais ouais, peut-être continuer plus sur le fait que c'est ça. C'est vrai que tout ce qui est les questions de sécurité nationale, on dirait que le Canada les prend pas au sérieux. Et en passant, toute l'histoire qu'il y avait eu par rapport là, aux stations de police de la Chine sur notre territoire, là, comme quoi ils opéraient des agents à partir de ce qu'ils appellent des centres de service. Ils disaient, bon, c'est pour gérer des demandes de passeport, des trucs que c'est plus difficile de gérer ailleurs, mais au bout du compte, on le sait qu'il y a des activités qui relèvent disons, un peu plus de l'espionnage, ou en tout cas de la collecte de renseignements. Ils font de la pression des fois sur des ressortissants chinois sur le territoire canadien. Justement, juste un détail, mais soit dit en passant, c'est pas juste la Chine qui fait ça. L'Iran fait ça aussi sur le territoire. Il y a des militants, on le sait, il y a eu beaucoup de manifestations dans la dernière année, des militants pour la liberté en Iran, contre le voile, contre l'islamisme, contre le régime islamique en général. Eh bien, il y a des militants ici au Canada qui militaient et qui ont arrêté parce qu'ils disent je me fais menacer par des agents de la République islamique d'Iran qui opèrent sur le territoire canadien et qui font des menaces du style ta famille en Iran, on va s'en occuper, etc., etc. Donc tu sais, c'est pas juste une question de la relation du Canada par rapport à la Chine. C'est vrai que ça a l'air d'une question en général. Le gouvernement Trudeau a l'air complètement lacunaire dans sa protection des intérêts canadiens sur son propre territoire. Et puis, en même temps, il y a cette posture d'accueil, d'accueillir justement des immigrants, qu'on est un pays accueillant, et c'est vrai, mais l'idéal de Mais cet accueil-là s'accompagnait habituellement d'une protection basique justement des droits et libertés qui n'est plus assurée, il semblerait, pour justement des ressortissants d'une chinois entente ou covalente et iraniens. concomitante avec les pays qui ont des difficultés. En même temps, vous voyez, je veux dire, c'est une anecdote, on parle ici là, du terrorisme religieux. Dans les années 80-90, si je crois bien, on avait un événement assez particulier à Dollard des Ormeaux, vous savez, donc au Québec. Et il y a eu, on a fait l'enquête avec les services canadiens, comme quoi les tigres tamouls s'étaient basés dans un temple sikh et envoyaient de l'argent, effectivement, là, à ces séparatistes qui étaient, bien évidemment, sur la liste des terroristes au Canada, aux États-Unis aussi. Ils servaient dans la quête. Mais en même temps, est-ce qu'on déploie? Écoutez, là, on est le deuxième plus grand pays du monde. La protection des frontières, je veux bien, mais de l'intégrité territoriale et de la sécurité d'État, c'est plus difficile. Est-ce qu'on doit devenir un État client aux Américains et dépendre de leurs services de contre-espionnage? Décidément pas. On Mais on n'est même l'est pas. déjà un On peu de l'est, facto tout de même, en, par contre. en quelque sorte, oui. Mais Puis, 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 davantage. puis ça, je veux quand même le dire, il y a beaucoup de monde qui voit ça d'un mauvais œil, mais je veux dire, ça a toujours été normal que quand tu habites à côté d'une grande puissance, nécessairement, il y a des intérêts communs. Je compare souvent la chose, il y a des gens qui disent souvent que on s'intéresse trop à la politique américaine. Je fais une petite parenthèse encore une fois. On fait beaucoup de parenthèses, mais en tout cas, j'espère que le monde va suivre un peu. C'est Mais vivant. euh, C'est une discussion le, vivante. fait est que je dis souvent que, je fais souvent la comparaison. Je dis, c'est comme un petit peu, si tu comparais, le monde, ils disent qu'on parle trop de politique américaine. Je dis, tu sais, c'est comme si tu disais à l'époque de l'Empire romain qu'on parlait trop de la politique de Rome. Tu sais, c'est sûr que, je veux dire, à partir du moment où tu as ces puissances impériales-là, en quelque sorte, qui gèrent le monde, ça devient normal de s'intéresser, ça va être quoi leurs axes politiques. Donc, en même temps, moi, je ne fais pas partie de ceux qui voient ça nécessairement d'un mauvais œil, qu'on soit aussi intégré en quelque sorte en termes de sécurité aux États-Unis. C'est le concept essentiellement de Fortress America, le fait que l'Amérique du Nord est impénétrable et c'est vraiment un territoire intouchable pour qui que ce soit de puissance étrangère. Bon, il y avait la Entouré de doctrine. 3 océans et on a la plus Exact. grande frontière politique et même Mm-hmm. géographique au monde dans 2 pays. Mm-hmm. C'est jamais Exact. vu.
Exact. Et on a une relation qui est, somme toute, extrêmement appréciable entre les États-Unis et le Canada. Si ce n'est pas justement de ces points d'achoppement-là, tels que le chemin Roxham ou bon, les considérations générales culturelles, hein, on aime ça se renvoyer la balle, hein, de s'agacer. Les Canadiens sont trop gentils, les Américains sont probablement trop méchants, justement, armés jusqu'aux dents. Mais le fait est que c'est ça, je veux dire, ça reste qu'on a des intérêts communs et je trouve que ça revient un petit peu à la même, si je peux justement étendre par rapport à l'Union européenne. Hein, il y a des pays comme la France, on se rappelle la posture j'ai le go en tête, voyons, Général de Gaulle. De Gaulle, oui, le go de Gaulle, ouais, c'est pas Général Legault. ça marcherait quand même. Mais le fait est que c'est ça, la posture de Gaulle était très anti-otaniste. Hein? C'était vraiment, bon, les Américains sont en train de s'accaparer l'Europe. En même temps, d'un point de vue civilisationnel, d'un point de vue des considérations sur la liberté, sur la démocratie, hein, c'est tout à fait normal qu'il y ait une certaine forme de bloc continental. Je comprends que la France veut peut-être avoir une certaine autonomie de plus. Hein? C'est pour ça qu'ils ont développé, eux, à part, ils ont développé la bombe atomique. Mais le fait est que c'est ça, moi je ne vois pas vraiment nécessairement d'un mauvais œil. Après, on peut se questionner sur les actions prédatrices de l'OTAN. Bon, je pense à la Libye, je pense c'est pas nécessairement l'OTAN qui a fait ça, mais l'Irak et genre une multitude disons, d'invasion, d'ingérence justement dans des pays étrangers. Mais de manière générale, le fait que le Canada soit allié aux États-Unis, pour moi, ça paraît tout à fait normal. En tout cas, moi, c'est mon opinion là-dessus, mais oui, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, on a l'impression que c'est devenu un boys club, puisque bon, on avait une raison d'être, c'était faire front face au bloc communiste, aux nations qui, pendant la guerre froide, vous saviez, il y avait un réel danger. C'était minuit moins une pendant la crise des missiles à Cuba avec le président Kennedy. C'était Khrouchtchev. Exactement. C'était pour faire front face au pacte de Varsovie, qui était constitué d'une vingtaine de pays. Et aujourd'hui, après, l'Union soviétique s'est effondrée. De 89 à 91, il y a eu un effondrement jusqu'à ce qu'on développe la communauté des États indépendants. Ensuite, c'était le terrorisme. Donc, l'OTAN a quand même joué un rôle essentiel pour la lutte contre le terrorisme. Et maintenant, quoi? Ça devrait être accessoire seulement à un conflit. Pourtant, on ne les entend pas au Yémen. On ne les entend pas en Afrique. On entend seulement cette guerre. C'est-à-dire que pour moi, je le verrais clairement plus dirigé, un axe, disons, qui aurait été dirigé vers le Pacifique. Bon, tu me diras, c'est l'Alliance Atlantique, mais disons que c'est plus dans le Pacifique, disons, que le grand axe s'est déplacé. Maintenant, on a la situation en Ukraine qu'il ne faut pas diminuer non plus. Et justement, je parlais à quelqu'un par rapport à cette situation-là. Il me disait, c'est sûr que là, il ne faut pas non plus tomber trop dans une posture justement pro-Poutine, hein, pro-russe. C'est tout aussi stupide d'un bord ou de l'autre. De toute façon, je ne comprends pas comment ça se fait que les gens sont pro-Poutine ici. Mais qui m'a apporté un concept quand même qui est extrêmement valable, qui est, dans tous les cas, il faut une position de force pour pouvoir négocier. Donc, admettons, s'il y en a qui sont pour la partition de l'Ukraine, il faut tout de même une position de force, il faut tout de même une mobilisation massive. Mais effectivement, après, on peut se questionner sur les avancées de l'OTAN en Europe de l'Est et tout. Mais pour revenir justement un petit peu plus vers la Chine, hein, parce que c'est le thème de cette émission, tu nous parlais d'un grand jeu, donc, hein, en quelque sorte, un grand jeu inversé où là, la Chine, justement, se présenterait comme une espèce de solution quoi, à l'enclavement russe au bout du compte? Ben, autrement dit, l'enclavement commercial, puisque bon, sur le plan militaire, sur le plan économique, la Chine ne peut pas faire tant l'extension vers le Pacifique, compte tenu, même s'il développe des îles artificielles pour accroître son giron dans la mer méridionale de Chine, ce n'est pas suffisant, parce que la première puissance mondiale est majoritairement là, avec ses cuirassiers, avec ses porte-avions, avec aussi ses partenaires, notamment les Philippines, l'Australie. L'Australie qui en arrache un peu d'ailleurs, soit dit en passant. Donc, elle descend dans le sud. Pas nécessairement, il y a des ententes qui sont signées, il y a l'ASEAN plus 5, et il y a des conflits seulement sur la question de l'eau. Nous, on parle du gaz, on parle du pétrole et de d'autres ressources. En Extrême-Orient, les zones aquifères sont en train de s'épuiser. Déjà en 2014, on voyait beaucoup de conflits. Il y avait deux commissions qui m'ont toujours fait rire. En même temps, c'est pas drôle, c'est ironique. Il y a la commission du Mekong et la commission du Mekong-Ganga. Bon, le Gange et le Mekong qui sont
partagé avec la Chine. Imaginez-vous, là, la Chine qui met un barrage sur le Gange. Le Gange, c'est le plus grand symbole avec l'Indus, qui est un autre fleuve qui est fondamental dans la construction de la civilisation indienne. Le Bharatiya Janata Party, le parti de M. Modi, qui est le chef de l'État indien, ça dope un peu le nationalisme et une forme de radicalisme envers la Chine. Et c'est pourquoi ils ont fait une autre commission avec le Mekong et la Birmanie, tout ça, ne sont pas nécessairement bien alignés avec la Chine. Donc, pensez pas que la Chine domine exclusivement toute l'Asie. C'est pas comme les États-Unis ou le Canada. Il faut Non, comprendre c'est ça. Donc, sûr. au sud, à Mhm. l'est, donc qu'est-ce Mhm. qui reste? Bien évidemment, l'Asie centrale. Mhm. Exactement, parce que bon, il faut quand même le dire aussi, l'Himalaya est une méchante barrière, là, justement, on parle de sous-continent indien, c'est pas pour rien. Donc, c'est sûr que l'influence chinoise est quand même bloquée. Il faut le rappeler que l'Inde et la Chine ont un conflit en frontalier dans, je ne me rappelle pas du nom de la région, mais c'est une région en Himalaya. Au bout du compte, ça paraît spécial de se battre pour ça, hein. C'est comme se battre pour une vallée de Oui, cailloux la guerre essentiellement. de 10 jours Euh, entre la Chine et l'Inde, je pense, mhm. dans les années 60, il y a eu quelques morts seulement. C'est pas l'Aksai Chine? Je pense que c'est quelque chose de difficile. Mais bon, essentiellement, Ouais, il y a un conflit là, avec la Chine. Hein, et, bon, c'est deux puissances nucléaires. Donc, on sous-estime souvent à quel point, bon, on parle souvent des États-Unis, Russie, etc., mais on sous-estime souvent à quel point un conflit frontal entre l'Inde et la Chine qui éclaterait pour vrai, ça pourrait modifier la face du monde assez radicalement. Et ben, c'est ça. Et effectivement, comme tu dis, il y a cette espèce de jeu diplomatique en commercial avec la Russie. Mais par contre, il y a des analyses qui sont sorties récemment qui disent que la Chine ne se porte pas aussi bien que ce qu'on pense. Donc, d'un, il y a l'enjeu démographique hein, qui fait en sorte qu'avec la politique de l'enfant unique, là, ils se sont créés un nouveau problème, c'est-à-dire que là, la population ne se renouvelle pas assez. Et il y a, en plus, il y avait un tri, hein, une préférentielle mais pour les hommes, ce qui fait en la sorte qu'ils se ramassent politique avec de l'enfant unique, majoritairement des enfants mâles, tu sais, je veux dire, une population plus masculine, disons. Et ben là, ça crée des problèmes. Et d'un point de vue économique, d'un point de vue aussi social, la Chine qui aime bien l'ordre social, c'est sûr que quand tu as une majorité de jeunes hommes non mariés, c'est pas la meilleure chose. Et ils ont historiquement abandonné parlant, en 2014 mhm, leur politique de l'enfant unique, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une puissance montante. Ce n'est pas des groupes d'opposition, mais il y a eu des manifestations récemment qui ont été quand même mhm, des cas d'école. Une classe moyenne est en augmentation. Et qu'est-ce que fait une classe moyenne en augmentation? Un embourgeoisement, mhm. c'est souvent une fin de régime ou une révolution annoncée. Est-ce qu'on va voir une révolution Exactement, puis c'est un peu là que je m'en venais. Je veux pas être un vente de prophète de punch? malheur, mais historiquement parlant, quand tu as des populations hein, majoritairement de jeunes hommes non mariés, majoritairement, habituellement, d'un point de vue historique, là, ce qu'on remarque, c'est que les régimes, ils ont deux solutions, soit la révolution ou soit la guerre. Évidemment, un régime qui veut se maintenir au pouvoir va préférer envoyer ses jeunesses à la guerre que de les voir se revirer contre lui-même. Donc, comme je dis, je ne veux pas faire le prophète de malheur, mais ce que je veux dire, c'est que ça demeure un problème social quand même assez important pour la Chine qui est tout de même qui a un régime qui veut se maintenir au pouvoir, mais qui a cette population-là qui non seulement devient disons, une classe moyenne plus aisée, qui justement veut voir son sort s'améliorer, mais qui, en plus de ça, c'est des jeunes hommes non mariés qui, ça donne un état psychologique souvent du j'ai rien à perdre au bout du compte. Tu sais. Et ben, c'est ça, ça crée cette situation-là où ça devient littéralement problématique pour la Chine et ça devient inquiétant que justement, Ça elle essaie devient, de dévier le problème dans des options qui seraient plus militaires en cette époque où elle devient plus affirmée, justement, est-ce que d'un la point de vue Chine, depuis géopolitique. le début, a sorti de ses frontières? Ça a été très rare. Est-ce qu'on va voir de notre vivant Mais Taïwan, c'est sûr qu'on va le voir, par contre. Est-ce qu'il va y avoir la même c'est là. mobilisation pour Taïwan que l'Ukraine? Est-ce que ça pourrait... ça, J'ai pas c'est assez l'impression. Mais difficile. ben, c'est vraiment dur à dire parce que logiquement, Ça fait 15 ans qu'ils disent la même selon la chose que... logique des alliances, on serait censé porter assistance à Taïwan. Oui, mais même le Mais prédécesseur de M. Tsi, c'était Hu Jintao. Pardonnerez, mon Hanyu n'est pas tout à fait bon. Mon mandarin n'est pas bon. On ne devrait pas dire mandarin d'ailleurs, on devrait dire Hanyu. Euh, Est-ce qu'un jour la République populaire de Chine va envahir la République de Chine? Je,
j'ai beaucoup de difficultés. Ma boule de cristal est un peu embuée en ce moment. Mais ça fait déjà 15 ans qu'on en parle déjà, là. Oui, mais leur planification de la reprise de la Chine intégrale, comme on pourrait l'appeler, était quand même sur le long terme. Justement, c'est de ça un peu qu'on parlait au début de l'émission, du fait que la Chine, durant des années, faisait du soft power, hein, avec leur Institut Confucius dans les universités. Donc, tu sais, faisait beaucoup, tu sais, des espèces d'échanges, des espèces de programmes d'échanges culturels pour vraiment faire connaître la culture chinoise à l'étranger. C'est une très belle chose, tu sais, mais que on le sait qu'au bout du compte, il y avait des intérêts politiques, hein, à faire, dans le fond, normaliser la culture chinoise pour devenir de plus en plus présente, d'autant plus qu'avec la population qu'ils ont, leur, euh, leur poids, disons, démographique en général dans le monde fait en sorte que, ben, à terme, on le sait que la culture chinoise va en quelque sorte un peu prendre le dessus. Ben oui, Et donc, je reviens un c'est peu à l'idée, seulement, là. mais c'est seulement dans les dernières années que justement la Chine a commencé à faire des actions plus politiques, disons, comme je dis, hard Ouais. politique, dans le sens aller construire des îles, des bases, des bases militaires sur des îlots en mer méridionale de Chine pour s'assurer de posséder cette mer-là, alors que c'est censé être divisé entre la Philippines, l'Indonésie, le Vietnam et Malaisie. Bon, tu sais, il y a eu ça. Là, après ça, il y a les ingérences, hein, plus claires dans la politique des autres États. Il y a la prise de Hong Kong aussi qui s'est faite. Bon, c'est pas la Chine en tant que telle qui l'a fait, mais on le sait qu'ils ont remplacé peu à peu la classe politique de Hong Kong. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça fait quand même juste quelques années qu'ils ont commencé à être plus affirmés d'un point de vue politique. Donc, est-ce que c'est vraiment si farfelu de penser qu'ils pourraient passer à une autre étape et vraiment commencer à faire Ça, des actions plus c'est pas que c'est guerrières? un scénario improbable. Ça peut être un scénario. C'est une hypothèse de base, hein. Il y a plusieurs types de scénarios. Si on revient, par exemple, les différences ou la dichotomie, non pas nord-sud, mais ouest-est, l'Orient face à l'Occident, la qualité que l'Orient a avec du moins ses démocratures ou ses États plus autoritaires avec des partis uniques. On pourrait notamment parler de Rossiya Radina, Russie unie, même si ce n'est pas un régime à parti unique comme la République populaire de Chine avec le Parti communiste, c'est le temps. Excusez-moi, la phrase était très longue, mais le temps est une qualité essentielle dans les leaders forts et autoritaires, voire totalitaires. Mhm. Comparativement, Ah tu oui, sais, dans le sens, ça fait penser, ben oui, ils ont pas de tu fin sais, de mandat, eux autres. Ils oui, peuvent justement prendre leur temps. Là. Oui, oui, mais vous effectivement. voyez, c'est un Mhm. pastiche, mais un pastiche qui peut quand même faire un bon clin d'œil à la réalité. Si vous voyez la saison 2 de House of Cards, lorsque le président Petrov, qui est un peu le président Poutine, s'adresse au président Underwood en disant, regarde, peu importe, toi tu fais juste 2 mandats, 8 ans. Moi, je vais être là. Ton prédécesseur, je l'ai connu, puis ton successeur aussi. Donc, c'est un peu pour ça que Mhm. certaines personnes disent ah, mais quelle virilité. C'est une forme de romantisme que d'apprécier, ou du moins d'être pro-Poutine en Occident. Je comprends pas. Mhm. Autre l'aspect idéaliste, euh, peu importe si vous respectez ou vous aimez Poutine, il n'est vraiment pas dans votre intérêt de l'aimer. Je pourrais comprendre votre aspiration romanesque ou de voir que, ah, mais à côté, je suis peut-être au final, je ne suis peut-être pas dans le bon clan, puisque même si on bénéficie d'institutions démocratiques intéressantes avec des libertés et des droits que les démocratures n'ont pas, nos présidents n'ont pas été le point culminant du prestige, là, notamment Biden, Trump, Justin Trudeau. C'est pas, si on revoit au passé, on ne peut pas faire de comparatif assez subséquent. Alors on se dit, on va se tourner face aux leaders autoritaires, sont plus Oui, charismatiques. il y a ça, effectivement. Je pense que tu as tout à fait raison là-dessus. On le dit souvent que l'Occident est en déclin. Donc, est-ce que toutes ces craintes-là d'empire en ascension, est-ce que c'est pas justement augmenté par notre propre insécurité? Effectivement, ça, c'est sûr. Et ça fait en sorte qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient Poutine comme cette espèce de héros qui a réussi à relever. Ben, effectivement, hein, à la chute de l'Union soviétique, la Russie était en quelque sorte, elle aussi, en train de s'écrouler. Hein, et, le pays rongé par la corruption. Tu sais, c'est un régime communiste. Fait que du jour au lendemain, les hauts administrateurs se revendaient les grandes entreprises, hein, à prix ridicule, sont devenus les oligarques qu'on connaît. Et il y avait cette espèce de déliquescence de la société russe. Et ça fait effectivement en sorte qu'on
Poutine, ben, on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est vrai qu'il a quand même réussi à C'est plus faire un fragile. certain ménage, à rationaliser un peu justement la politique russe, même si c'est d'une Mais manière si vous, autocratique, il a quand même stabilisé la situation. Donc, c'est sûr que dans un Occident qui se voit lui-même en perdition, en déclin, Poutine en plus, qui est une civilisation qui nous ressemble tout de même, c'est des orthodoxes, mais ça demeure bon, des blancs chrétiens, disons, et ça fait en sorte que oui, effectivement, peut-être que l'Occident voit en Poutine cette espèce de l'empereur dont l'Occident aurait ah besoin. oui, Il tu est vois l'empereur à l'Est, ben oui, mais tu vois l'idéologie. Je ne vois pas le Vladimir Vladimirovitch Poutine de 1999-2000. Je vois quelqu'un qui fait de la répétition, possiblement qu'il utilise beaucoup de ghostwriter, là, je ne dirais pas le terme en français puisque ça pourrait être censuré, mais bon, vous connaissez l'expression écrivain fantôme. Euh, on peut juste penser à Alexander Dugin, les aspirations conservatrices, je ne vois pas vraiment Poutine dans son état naturel. On, comment dire, il répète sans cesse les facéties de l'Occident ou en parlant de pédophilie. Il s'égare dans des considérations qui sont pour doper le sentiment nationaliste. On le voit bien, il est dans une crise. J'ai écouté son discours là, en direct, notamment pendant 1 heure et demie, puis c'est que ça. Ce n'est plus le pragmatique, le froid Poutine, c'est devenu presque un frénétique de la troisième Rome, du panslavisme. Je trouve ça Mais, assez mais, mais en même temps, inquiétant, son état. moi, en même temps, je me rappelle que pendant la pandémie, je me rappelle avoir dit à plusieurs reprises, c'est le meilleur moment pour la Chine de reprendre Taïwan, par exemple. Ben, en même temps, pour la Russie, peut-être justement que c'était le meilleur moment de reprendre l'Ukraine. C'est-à-dire que je vous ramène, là, on était, bon, la pandémie, tout est fermé. Ça crée une crise inflationniste énorme. On a des premiers ministres, bon, Trudeau, hein, que, on, le sait, on a parlé du fait que, du point de vue sécurité nationale, il n'est pas très, très habile. Biden, qui multiplie les apparitions publiques où il a l'air, en fait, s'il n'est pas sénile, il a des apparences multipliées de sénilité Le là, en président public. Biden nous rapporte Donc, un événement assez troublant de la politique américaine. Ce sont les dernières années de mandat de M. Ronald Reagan. D'ailleurs, vous lirez le livre Ces malades qui nous gouvernent, un vieux livre, somme toute, où on parlait des chefs d'État qui, dans un moment de santé mentale et de santé physique, ont continué à exercer le pouvoir. Ça peut être dangereux. Il y a beaucoup de présomptions qui se fait à l'égard de M. Poutine. Il y a le cancer, il y a le Parkinson, il est schizophrène. Bref, tous les diagnostics ont ben donc c'est passé ça. contre M. Poutine. Donc, c'est ça, tu sais, ben, je parlais là, de cette impression que l'Occident décline. Ça, c'est plus, disons, une conjoncture, plus sur un plus long terme. Mais je veux dire, juste l'épisode pandémique et post-pandémique a été extrêmement difficile en Occident. Et je veux dire, on est ressorti de là très, très affaibli et dans une posture où, clairement, étant une puissance, disons, montante comme la Chine ou la Russie, euh, c'était le meilleur moment de frapper parce qu'on le savait que l'Occident n'allait pas pouvoir vraiment réagir. Bon, on réagit en envoyant de l'armement à l'Ukraine, mais tout de même, est-ce qu'il n'y a pas cette espèce d'idée-là comme quoi ben, c'est le moment de frapper et il y a une espèce de sentiment d'urgence. Et là, à partir de là, ben, comme tu dis que Poutine, il se répète beaucoup et tout. Est-ce qu'il aurait dû peut-être le faire plus tôt? J'ai même pas parlé non plus du wokisme, hein, qui est rendu quand même assez connu à la grandeur de la planète et qui fait en sorte que, ben, en Russie, J'allais dans en des parler, pays comme Philippe. ça, c'est bon, on se rejoint donc. Ben Et dans oui, des pays comme ça, ils nous voient comme faibles. Ils se disent, bah, c'est le meilleur moment. L'Occident se bat contre lui-même avec des espèces de causes débiles. Et donc, c'est le moment de frapper. Et à partir de là, bon, s'il se répète, Poutine, clairement, bon, c'est de la propagande de guerre. À ce stade-là, tout ce qui est communication publique, on le voit dans que une ces ambiance de gens-là guerre, ça vient de la sont propagande, stressés. essentiellement. Ben oui, la propagande de M. Poutine démontre qu'il est très stressé, que son régime peut vaciller, que s'il perd la guerre, va perdre son appui, va-t-il tomber? C'est vraiment la position que je me dis en écoutant beaucoup les médias russes. En passant, Mais en même temps, on est quasiment content que Poutine reste au pouvoir pour la simple et bonne raison qu'il y a des plus faux que lui dans son régime. C'est les en même temps, chroniqueurs. quand tu dis ce sentiment d'urgence-là des Russes, par contre, c'est classique. Hein? C'est la première année de la Russie, c'est tout le temps un petit peu le déboire. Et après, c'est l'espèce
de sublimation du sentiment national de la mère patrie est en péril, est en danger, c'est la Russie entière. L'OTAN, ils vont pas s'arrêter là, ils vont envahir le reste de la Russie. Donc, il y a cette espèce de sentiment là, Mais le sol d'urgence aussi. migratoire, on parlait de la problématique de démographie en Chine. Ben, en Russie, c'est encore pire. Parce que là, la démographie, le solde migratoire est négatif. On n'a jamais vu autant d'exil politique en Mhm. Russie, peut-être même depuis la création de l'Union soviétique, depuis la révolution bolchevique en 1917 ou à la constitution vraiment soviétique en 1921. Ça fait mal. Pour que 10% du PIB soit utilisé en une guerre qui ne se conclut pas. C'est quand même assez particulier. C'est difficile maintenant à convaincre encore les mères de famille qui voient les dépouilles de leurs fils revenir. Puis on dit, la propagande russe dit, bon, mais effectivement, ils se sont livrés héroïquement. Je ne pense pas que c'est la majorité des mères russes qui le disent. Mhm. Bon, puis de toute façon, on est torpillé de propagande de tout bas, de tout côté. Chacun a ses intérêts à protéger. Au final, est-ce qu'il aurait dû envahir l'Ukraine en 2014 lorsque le référendum de la Crimée a été conclu par un gros oui significatif? Peut-être l'aurait-il fait avant, mais non, puisque les États étaient encore un peu réveillés à ce moment-là. Et en 2022, pardon, justement, on a baissé la garde et des chefs pas du tout tournés vers la défense nationale se sont mis. Vous voyez juste Johnson ou c'était Theresa May à ce moment-là. Macron, euh, peut-être Trump un peu à un moment donné parce qu'il voulait faire une espèce de contentieux plus national et de toute façon a perdu, il n'a pas pris son deuxième mandat. Biden et Trudeau ne sont pas vraiment tournés vers une logique plutôt réaliste ou néo-réaliste comme on l'entend dans les RI, les relations internationales, mais Mhm. avec une certaine confiance entre les institutions et du sparage puisqu'on est présentement là, comparativement à nos chefs d'État d'antan, il y a un gros défaut, une trop grande malédiction qui est la simultanéité, l'instantanéité des médias sociaux. Tout doit être fait en direct et donc la propension de se planter et d'échouer dans nos communications est encore pire qu'à l'époque. Mhm. Aujourd'hui, vous voyez, Charles de Gaulle faisait des émissions devant les journalistes. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup d'émissions à ce moment-là. Il faisait ça pendant 1 ou 2, 3 heures. Ben, devinez quoi? Poutine fait la même chose en essayant de montrer comment dire, une forme de transparence, alors que c'est pas vraiment une transparence, c'est 1 heure et demie sans arrêt du président qui parle. On n'est pas loin non plus des leaders communistes maoïstes ou sous Staline. Euh, Des mais par contre, discours fleuves de Fidel Castro. ben, j'étais là, j'étais à Cuba, moi, la dernière fois qu'il était vivant. Pas la dernière fois, mais j'ai T'as vu un écouté. discours de Fidel Castro? Oui, Wow! Je dis j'ai wow! décroché. Mais c'est surprenant quand même, une belle Moi, expérience. je ne suis pas un romantique dans la vie. Ben, peut-être dans ma vie conjugale, c'est autre chose, mais du moins dans les aspirations romanesques en politique. Moi, j'écoute les politiciens, que ce soit peu importe. Je ne suis pas emporté par le discours. Donc, j'ai continué mon Hmm. banana daiquiri avec mon cigare et je suis parti. Je Non, suis mais pas je voulais dire resté. intéressant plus dans le sens où ça Oui, demeure, historiquement. Ah historiquement oui. parlant, c'est quand même Leader assez. Massimo, ben oui. Ben oui, c'est Mais ça. c'était du radotage, là. Absolument. Ouais, ben il devait commencer à être vieux là, à ce stade-là. Là. Oui, il était quand même très présent d'esprit à ce moment-là. C'est juste avant de péricliter dans sa santé, mais j'ai pas T'étais-tu été. en saut Adidas? Non, il était en Il y avait bien habit ça dans les kaki. dernières années. Ouais, il était habillé en mou. Il était Ouais. habillé en militaire toute sa vie. Il s'est habillé en mou dans ces dernières années. Mais c'est ça. Mais pour revenir, moi, Oui, mon inquiétude, là, ben, je sais que tu voulais parler, par contre, un petit peu peut-être du wokisme, oui, ben oui. cette Juste critique wokisme, ouais. je vais introduire dans la mesure où ce que pas besoin d'être dans l'intersectionnel et cette espèce de minorité un peu embourgeoisée, clamant, en étant déclamatoire et tout ça, en critiquant la société, comme pas mal tout le monde le fait de toute façon, avec un certain pouvoir dans les collèges ou les universités pour se morfondre de nous-mêmes. La honte de nous-mêmes, ce n'est pas l'antithèse du nationalisme ou du chauvinisme. La honte de nous-mêmes, on est très bien capable de le faire sans les woke.
Donc, ils sont accessoires, ils Hmm. sont symptomatiques d'une honte nationale ou du moins d'un certain cynisme. C'est ce C'est-à-dire, est-ce cynisme-là. que c'est pas justement la gauche en général qui alimentait, bon, dans les discours décoloniaux, etc. Je sais que Bruckner avait écrit Le sanglot de l'homme blanc bien avant justement toutes les dérives wokisme qu'on voit. Donc, oui, effectivement, le wokisme n'a pas le monopole, disons, de pas de l'ethnomasochisme, mais disons du fait de se rabaisser soi-même en tant que civilisation. Mais ça demeure quand même un peu l'évolution, en quelque sorte, de ces mouvements-là. Les médias et les politiciens actuels nous donnent pas trop envie d'espérer. On est dans une époque, là c'est plutôt philosophique de mon côté, mais une espèce de désenchantement du monde où on a l'impression que le cynisme est généralisé. Ça fait à peu près 30 ans qu'on dit ça aussi, mais la confiance envers nos législateurs et l'exécutif est quand même assez basse. La participation aux élections aussi. Pourtant, on conserve des institutions démocratiques fortes, mais on les utilise pas. On les utilise pas à bon escient, puisque, bon, on se détourne de ça, c'est toujours les mêmes. Au final, c'est toujours une partition entre deux partis politiques. C'est ce qu'on voit là actuellement. On dirait qu'il n'y a pas d'espoir politique. En fin d'émission, on est mardi soir, on s'excuse. C'est peut-être ma fatigue aussi qui biaise mon raisonnement, mais Mais c'est sûr que ça devient le inquiétant, par Messie contre, poursuite. quand tu compares, admettons, les pubs de l'armée américaine, bon, on en parlait tantôt, hein, notre bon allié qui va toujours être à nos côtés, les pubs de l'armée américaine en 2022 et les pubs de l'armée chinoise durant la même période, il y a de quoi s'inquiéter tout de même. Parce que là, on voit, bon, le wokisme est rendu dans toutes nos institutions, mais là, dans l'armée, et là, on nous parle plus pratiquement disons, de couple atypique et d'orientation sexuelle ou de genre que de ce qui est l'armée habituellement. C'est, ben, mets des bottes, cours dans bout, puis fais des Ben, push-ups. c'est l'armée, peu importe. L'armée est censée être Ben aussi oui, le fer de lance de la protection nationale et donc en fait, une des rares endroits où la morale n'est pas censée prévaloir. Je m'explique, là, je ne dis pas que l'armée, c'est l'armée est immorale, mais l'armée est amorale. Elle est simplement là pour faire tout ce qui est nécessaire pour protéger la nation. Et donc, tout ce qui viendrait interférer entre cet impératif-là, cet impératif sacré de l'armée de protéger l'État-nation, tout ce qui vient rentrer là-dedans, ben effectivement, moi, si j'étais chinois ou si j'étais russe, je serais un petit peu mort de rire là, en regardant ça, de voir que ben, ils veulent faire une armée woke maintenant. ben, l'armée, c'est un peu Ça comme va bien, là. l'arme. C'est pas la main. C'est pas la main qui la Ouais, tient. C'est ouais, exact. l'arme en tant que telle. Et peu Exact. importe que vous soyez plus collectiviste ou atomiste ou que vous soyez plus individualiste, c'est-à-dire holistique, ou que vous soyez à l'inverse plus pour les droits de l'homme, les institutions démocratiques et tout, plutôt occidental, l'armée vous désindividualise. Vous n'êtes pas là pour Ouais, clamer exact. votre Oui, oui, originalité, oui. peu importe votre capacité. À moins, bien sûr, la seule individualité, c'est dans votre performance. C'est lorsque vous montez en grade, etc., etc. Donc, peu importe, je comprends que l'armée canadienne, sur certains théâtres de guerre, notamment, agit pour des missions de la paix, puis pour l'aide aux réfugiés ou les cataclysmes, mais ça reste quand même, on parle d'un uniforme. C'est quelque chose qui est catégorique. Il n'y a pas l'individualité. Imaginez si vous devez Exact, c'est le concept modifier votre. d'uniforme, c'est l'uniformité, oui, exactement, Et des que vous soldats. soyez une femme ou un homme, ou peu importe, là, quand j'en sais, non-binaire ou quoi que ce soit, votre uniforme, c'est ça. Ce n'est Mhm, pas autre chose. mhm. Ça me fait Donc, penser d'ailleurs au poème de Tennyson, je pense, qui est un poème plutôt sombre à la base, mais qui dit essentiellement, il y a une phrase célèbre qui dit, bon, on est there, découragé ce soir. there's not to reason why, but to do and die. On va dire, ils sont pas là pour se demander, de se poser des questions pourquoi ils font ça. La job d'un soldat, c'est de faire et de mourir, ce qui est Ils n'ont pas sombre. été forcés. C'est pas une conscription, Ben, là, je veux dire. à certaines époques, par contre, c'était le cas. Je Oui. pense dans ce Mais cas-là, peut-être aujourd'hui, même. aujourd'hui, vous Mais, savez dans quoi vous vous embarquez, vous faites l'entraînement, vous vous êtes mais le testé. principe de l'entraînement, c'est ça, justement. C'est d'uniformiser, de faire comprendre à l'individu que tu n'es plus un individu dans le corps militaire. Tu es tu es une composante de la grande machine qu'est l'armée et ben, tu as une job là-dedans et ton individu.
le but est pas de devenir inhumain, hein. Comme je dis, c'est pas d'être immoral, c'est d'être amoral, c'est-à-dire que tu n'as plus d'individualité, tu sacrifies ton individualité pour une plus grande cause. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un sacrifice, hein, d'aller justement se battre pour sa nation et tout. Et donc, bon, bref, tout ça pour dire que ben, c'est ça. C'est sûr que là, l'Occident fait figure en ce moment, hein, transmet comme Je dirais pas qu'elle est en comme train de la de faiblesse. décliner ou il y a beaucoup de gens Non, qui, c'est tu ça. sais, il y a les Il y a woke de des nuances droite à faire. aussi, hein, par exemple, qui clament que bientôt nos enfants vont plus avoir d'organes génitaux. Il y a des délires absolument monstrueux qui se passent de l'autre bord. Les réactionnaires ne sont pas seulement à droite et à gauche. Je veux dire, C'est ça, il ils y a sont quand même une partout. généralisation là, Oui, des mais je pense opérations de pas changement de que sexe, surtout en l'Occident bas est âge. Là, en déclin, même si on a cette espèce de fatigue puisqu'on est désenchanté par tout ça, cette espèce de cynisme-là. On a une fatigue de l'Occident. Cette revitalisation de nouvelles idées, de certains chocs, de certains conflits qui peuvent être nécessaires à la transformation positive. Je veux dire, certaines manifestations en matière des droits des homosexuels ou des Noirs aux États-Unis ont été importantes dans leur poursuite. Un pays qui se réclamait des libertés fondamentales et des droits de l'homme qui provenaient du libéralisme avec Adam Smith, John Locke et tout ça, qui faisait de la ségrégation. Imaginez, c'était absolument pas cohérent avec les idées. Mhm. Même les Non, c'est clair. francs-maçons qui ont fondé les États-Unis en Pennsylvanie, qui construisaient toujours en angle et tout ça, et je veux pas faire D'ailleurs, c'est une autre de parenthèse, mais c'est pour complotisme, ça aussi que ça les provenait de capitalistes de ça. Boston et de New York voulaient se battre contre les sudistes. Ce que je veux dire, c'est que souvent, le monde, ça arrive souvent à gauche qui disent le capitalisme, hein, c'est l'esclavage et tout, alors que c'est précisément les capitalistes du Nord qui trouvaient que c'était pas très, très rentable d'avoir des masses de personnes non salariées au Sud. Et donc, il y a une raison économique aussi un peu à la guerre de sécession. Bon, en tout cas, ça, c'est une autre Ben oui, parenthèse. on Mais... pourrait en faire 2 heures juste là-dessus. Je suis comme, ah oui, peut-être. Mais bon, il y a des cyniques un peu mais plus moi, tu vois, marxistes par qui pensent rapport. que le salariat est plus profitable au patron que l'esclavage, mais parce que Mhm. l'esclavage, au final, tu dois nourrir ton Ouais, ouais. esclave, tu dois Mhm. l'habiter. Ça, c'est du cynisme marxiste. Mais c'est une Mais pour piste de revenir à ce philosophie. que tu disais sur le fait que l'Occident n'est pas nécessairement en déclin, moi, en fait, justement, ben, j'avais écrit un livre là-dessus, là, sur le fait que, pour moi, j'appelle ça comme un nouvel âge moyen. C'est-à-dire que c'est pas. Tu sais, souvent, on voit le Moyen Âge. J'appelle ça un âge moyen plutôt qu'un Moyen Âge, parce que le Moyen Âge a une connotation péjorative, tu sais. Alors que, tu sais, un âge moyen est plus une époque transitoire. Donc, il y a des âges moyens dans l'histoire égyptienne, là, donc, 4000 ans d'histoire égyptienne, il y a Le moyen empire. exact. C'est un peu Ouais. dans ce sens-là. Donc, des époques transitoires. Et je ne nous considère pas nécessairement dans un déclin final autant que dans une nouvelle époque transitoire qui s'apparente, oui, au Moyen Âge à certains égards. C'est-à-dire que, bon, il y avait, disons, la période plus monarchique, hein, de l'Occident. Bon, justement, les différentes puissances, la France, l'Angleterre et tout, qui s'accaparent le monde. Après, l'espèce d'épisode impérial qui était, bon, le colonialisme, mais après ça, disons plus l'impérialisme américain. Et là, ben, il y a comme une espèce d'effritement où on retourne un peu, hein, aux frontières nationales, on retourne un peu à nos communautés propres. Et ben, chaque pays, hein, consolide un peu. Même, on peut parler littéralement du retour des cités-États, là, avec je sais pas, des villes comme C'est Montréal pas qui faux. pourraient Oui. s'administrer elles-mêmes. Et donc, c'est ça, c'est pas nécessairement D'ailleurs, que Montréal a l'Occident. failli être un État, une cité-État. Ben, c'est ça, ben, c'est pas Failli. nécessairement que l'Occident décline autant que ben, il subit des transformations, C'est mais un ça demeure morcellement des pouvoirs. un morcellement, exactement. Et ça C'est le demeure que, bon, morcellement du pouvoir. On a à déjà le quatrième l'inverse. pouvoir qui fait pas sa job. Je veux dire, j'en parle un peu trop abusivement dans mes articles, là. Je pense que c'est une obsession de critiquer des journalistes. Je pense que Philippe, on pourrait avoir une conversation là-dessus pendant 3 4 heures. Je suis un Mais gars critique des journalistes aussi, là, ça, c'est ben, sûr. c'est ça, c'est que ce quatrième pouvoir-là devait justement contrebalancer les trois autres législatifs, exécutifs, Mhm. judiciaires. Et quand je parle de désenchantement, le morcellement de ces pouvoirs-là, on voit sur Internet, vous savez, pendant les 2 3 années qu'on a subi de par tout le monde et par nos gouvernements et autant de par les individus eux-mêmes, tu avais ce que j'appelle vulgairement les confineurs et les complotistes. Tu avais ces Mhm. deux extrêmes qui Ouais, exact. ne C'est plus. faisait que réagir émotionnellement, que ce soit avec un syndrome de stress post-traumatique d'une autorité ou au contraire une espèce de d'hypocondrie abusive.
dans ces deux-là, on avait ceux qui criaient plus fort que tout, un peu comme l'extrême gauche ou l'extrême droite, Mhm. un peu comme les gens du Nordique, puis les Canadiens à une certaine époque. Mais bon, ça, c'est l'esprit de bottine encore là, mais on voit que sous les Internets les Internets se font des Mhm. petits cités-États. L'information circule tellement rapidement que des clans se forment et se défont, des chambres à écho se forment et se défont. La vision tunnelique se continue à performer. Tu parlais d'un Moyen Âge ou d'un âge moyen. On peut notamment parler de certains gourous, certains influenceurs qui prennent de l'ampleur. On ne Mhm. pourra pas faire un clin d'œil à Savonarola au 16e siècle ou au 15e siècle, si je m'abuse, à Florence, qui est devenu un peu comme l'influenceur qui a pris la ville de Florence sous son joug. C'était un théocrate, mais bon, certaines personnes sont plus puissantes que d'autres, des influenceurs que des politiciens. Ce Mhm. morcellement du pouvoir-là, on a tellement souhaité tout le temps une décentralisation des pouvoirs qu'on a perdu un peu la cohérence de ce pouvoir-là. On vient même Mhm. à redouter, on parle de nos municipalités. Québec et Montréal font un peu force de loi, puisqu'ils ont un poids politique assez subséquent. Les maires et mairesses, M. Marchand et Mme Plante, demandent des budgets considérables ou structurants. Vous avez déjà entendu le terme qui est un peu surabondamment utilisé. Cité-État, peut-être pas, euh, mais ont un poids assez significatif dans la balance. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est aussi que ça fait en sorte que, mais quand tu regardes, ben, c'est un peu l'inverse de ce qui se passe par rapport à la Russie ou la Chine, qui, eux, vivent une période où qui est plus caractérisée justement par la réunion en fait, de toute leur puissance qui s'était un peu éparpillée dans le passé. Hein. Si on pense à la Chine, qui a passé le 19e siècle complètement morcelée, et le 20e siècle sous, bon, essayer de se réparer, mais disons, sous des régimes qui, disons, recollaient les morceaux pas nécessairement de la bonne manière. Et bon, la Russie qui essaye justement de recoller les morceaux hein, de l'Empire soviétique. Mais bon, peut-être je vais finir là-dessus sur une note d'espoir. Hein, si on compare hein, au Moyen Âge, justement, cette fragmentation-là de la société occidentale, certains, comme je sais que Jérôme Bachet l'a vu comme l'avantage justement compétitif de l'Occident, le fait que au lieu d'être un immense empire hein, avec une gestion impériale extrêmement difficile hein, pour aller, disons, protéger des frontières dans des secteurs ultra reculés de l'empire, eh bien, l'Occident, puisqu'il était morcelé, ça faisait en sorte que chaque petit pays pouvait se concentrer plus sur le développement technologique, commercial, etc. Pensez simplement aux Pays-Bas, les Provinces-Unies dans le temps, qui sont devenus un empire colonial alors que c'est un minuscule pays. Et ben, justement, la comparaison que Bachet fait, et il dit La Corée du Sud, hmm, c'est un peu et comme ben, Bachet fait la comparaison et dit ben, justement, à la même époque, tu avais l'Occident qui était morcelé comme ça, mais qui s'étendait partout dans le monde, et tu as la Chine qui, étant un empire justement immense comme ça, avait trop de problèmes à gérer ses frontières à l'ouest, etc., et n'a pas pu étendre son influence dans le monde. Donc, comme je dis, je conclurai peut-être là-dessus. Est-ce qu'on vit vraiment un déclin? Est-ce que justement la grosseur, la lourdeur administrative et quasi impériale de la Russie et de la Chine va jouer à leurs dépens? Est-ce que justement, c'est pas ce qui fait en sorte la puissance de l'Occident, ce morcellement, hein, le fait que les Français pensent quelque chose, les Américains pensent quelque chose et ça crée un brassage d'idées qui est beaucoup plus important? Bon, on pourra en parler pendant des heures, je pense. Si ça te convient, moi, je répéterai peut-être la chose à chaque mardi, comme ça. oui, Euh, absolument. Peu donc, importe mon degré de fatigue, ça va me faire un très grand plaisir d'être avec vous. Je ben, suis déjà parfait. en train de vous enquiquiner avec mes articles à compte-gouttes, somme toute, mais je pourrais le faire visuellement, c'est plus facile. Ben, parfait. Puis bon, il n'y a pas eu beaucoup de. Ben, en fait, il n'y en a pas eu pantoute des questions. Mais n'hésitez pas pour les prochains. Hein, on va faire ces émissions-là. C'est aussi pour interagir avec vous. Si jamais vous avez des questions, si vous voulez qu'on traite de certains sujets, n'hésitez jamais. Si vous avez apprécié, hein, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager, à vous abonner à la page si ça vous intéresse. Ça nous fait toujours plaisir. Et ben, c'était un plaisir pour ce premier podcast. On n'a pas encore trouvé de nom. On va arriver avec ça dans les prochains temps. Donc, Samuel, c'était un plaisir comme toujours. Fait qu'on se revoit Partagez. la semaine prochaine. Et ben, c'est ça. Bonne soirée à tous.
Bonne soirée tout le monde.